Chers amis étudiants, bonjour, bienvenue au module de pneumologie. Nous allons parler aujourd'hui du programme national de lutte contre la tuberculose. Alors ce que j'attends de vous, c'est primo retenir le contrôle de la tuberculose en Algérie se fait via un programme national de lutte contre la tuberculose, premier programme de médecine introduit par les pneumologues et ce dès l'indépendance. Ensuite, assimiler les différents paramètres épidémiologiques qui permettent la surveillance épidémiologique de la tuberculose ou une autre maladie infectieuse. Savoir que la prise en charge de la tuberculose est intégrée aux soins primaires, c'est-à-dire au milieu ambulatoire, au niveau des services de contrôle de la tuberculose et des maladies respiratoires, des établissements publics de santé de proximité. Au niveau de la wilaya d'Oran, nous avons 10 services de contrôle de la tuberculose et des maladies respiratoires qui prennent en charge la tuberculose. Alors, ce programme a eu une forte connotation politique puisqu'il a été inscrit à la charte d'Alger et signé par le président de l'époque pour que le gouvernement algérien le prenne en charge, c'est-à-dire assurer la gratuité des réactifs pour le diagnostic bactériologique de la tuberculose, assurer la radiographie thoracique et surtout assurer la gratuité des médicaments antituberculeux. Donc en 1966 sont apparues les premières recommandations sur le diagnostic et le traitement de la tuberculose pulmonaire en Algérie. Ensuite, en 1975, les directives pour le dépistage, le diagnostic et le traitement de la tuberculose en Algérie. En 1980 et en 1989, les guides techniques à l'usage des médecins responsables de la lutte anti-tuberculose dans les secteurs sanitaires. Viendront ensuite les éditions 2001, 2007 et la 7e édition en 2011. Et la nouvelle édition paraîtra en 2021. Vous avez donc compris qu'il s'agit d'un manuel de lutte contre la tuberculose conçu par les experts pneumologues algériens et signé pris en charge par le gouvernement. Ce manuel est destiné à l'attention des personnels médicaux, notamment les médecins généralistes, pour une meilleure prise en charge de la tuberculose en Algérie. Vous constaterez également que ce manuel a été actualisé en fonction de l'évolution de la médecine. Une fois ce manuel à la disposition des médecins généralistes, ces médecins sont formés par les pneumologues, les hospitalo-universitaires, pour assimiler le contenu du programme et permettre ainsi une meilleure applicabilité de ce programme national. Les directives contenues dans ce programme sont impératives et doivent être appliquées de façon rigoureuse par tous les personnels de santé. Ce sont les avant-gardistes pneumologues qui ont conçu ce programme et à leur tête, feu le professeur Chollet que vous voyez ici, et donc en collaboration avec feu le professeur Larbaoui, madame le professeur Aït Khaled, madame le professeur Boulahbel et d'autres artisans du contrôle de la tuberculose. Vous voyez ici le guide 1989, l'édition 2001, l'édition 2007 et la 7e édition, celle de 2011. Nous allons donc apprécier ensemble l'évolution épidémiologique de la tuberculose en Algérie des années 60 jusqu'à les années 90 et pour apprécier l'impact en fait de ce programme national, c'est-à-dire de son applicabilité. Nous commençons par analyser le premier paramètre épidémiologique, c'est-à-dire le risque annuel de l'infection tuberculeuse, qui correspond au taux de patients infectés par le bacille de la tuberculose. On ne parle pas ici de la maladie, mais de l'infection tuberculeuse. C'est-à-dire que le patient il est asymptomatique dans 90% des cas et légèrement symptomatique dans 10% des cas. Et vous allez voir que ce risque annuel de l'infection durant les années 60 était de 3%, c'est-à-dire très augmenté. C'est normal parce qu'on sortait d'une guerre. Et regardez, ce taux a chuté d'une manière spectaculaire
au-dessous d'1% durant les années 90 et bien entendu, ceci est dû à l'applicabilité de ce programme national et on voit donc cette diminution spectaculaire à travers cette courbe, le taux qui était de 3% les années 60 et qui diminue au niveau des années 90 et qui devient à moins d'1%. Toujours dans le sillage de l'évolution épidémiologique, nous allons apprécier ici l'incidence. Qu'est-ce que l'incidence? L'incidence de la tuberculose correspond au nombre de nouveaux cas par an par rapport à la population générale, c'est-à-dire par rapport à 100 000 habitants. Donc, c'est comme ça qu'on définit l'incidence. Si on parle de la prévalence, c'est le nombre des anciens cas plus les nouveaux cas par rapport à 100 000 habitants et durant l'année. Mais ici, nous parlons d'incidence et nous allons donc, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an par rapport à 100 000 habitants. Et regardez, si on analyse la première ligne de ce tableau, on va analyser l'incidence de la tuberculose toutes formes confondues. Le taux était de 300 cas pour 100 000 habitants durant les années 60, ce qui est énorme. Et bien entendu, parce qu'on sortait d'une guerre, il y avait la pauvreté, il était très difficile d'accéder aux ressources et aux moyens. Donc 300 cas sur une population de 10 millions d'habitants à l'époque correspondait à 30 000 cas. Donc les années 60, on avait 30 000 cas de tuberculose, toutes formes confondues, c'est-à-dire tuberculose pulmonaire et tuberculose extrapulmonaire. Et regardez, durant les années 90, une chute vertigineuse de ce taux et qui passe à 47 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire de 30 000 cas, on passe à 4 000 cas. Et ça, c'est grâce à l'applicabilité du programme national. La deuxième ligne du tableau, nous allons analyser l'incidence des nouveaux cas de tuberculose à microscopie positive, c'est-à-dire la tuberculose contagieuse. Et regardez, l'incidence était de 150 cas pour 100 000 habitants, c'est-à-dire 15 000 cas. C'est un chiffre aussi très élevé. Bien entendu, on sortait d'une guerre. Et donc, regardez ce taux qui chute durant les années 90 et qui devient 22 cas pour 0,7 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire de 15 000 cas, on passe à 2 000 cas. Et ça, c'est grâce à l'applicabilité du programme national et du traitement, bien entendu. Ici, une petite remarque s'impose, c'est que durant les années 80 est apparue la fameuse chimiothérapie antituberculeuse, c'est-à-dire l'association de 4 médicaments durant 6 mois. Les 2 premiers mois, c'est le traitement d'attaque, la phase intensive de 2 mois, et les 4 mois qui restent, c'est le traitement d'entretien où on associe seulement 2 médicaments. Donc, c'est cette chimiothérapie qui a été à l'origine de cette diminution spectaculaire des taux d'incidence. Et là, on le voit illustré par cette courbe. Regardez la tuberculose contagieuse, 150 cas pour 100 000 habitants et qui chute à autour de 22 cas pour 100 000 habitants. Là aussi, donc, on apprécie la tendance, la notification des cas, c'est-à-dire la déclaration des cas, et qui était assez importante au niveau des années 60 et qui chute d'une manière spectaculaire les années 90. Ici, on va s'attarder un petit moment pour évoquer la prévalence de la résistance chez les sujets déjà traités, qu'on appelait avant la résistance acquise, et les nouveaux cas jamais traités, qu'on appelait avant donc la résistance primaire en Algérie de 62 à la fin des années 80. Et donc, qu'est-ce que la résistance d'abord? La résistance aux antituberculeux, c'est-à-dire le bacille de la tuberculose ne répond pas aux médicaments antituberculeux. C'est ça la résistance. Et ceci a été mis en évidence depuis la découverte de la streptomycine, le premier médicament appliqué pour la tuberculose. La streptomycine que vous connaissez est un antibiotique qui appartient à la famille des aminosides, a été découvert en 1944 par Selman Waksman, chercheur américain, et donc d'ailleurs ceci a fait l'objet d'un prix Nobel de médecine.
Et donc, ce médicament a été testé pour le traitement de la tuberculose par le British Medical Research Council, cette société savante anglaise. Ce sont eux qui ont commencé les essais cliniques, les premiers essais cliniques pour le traitement de la tuberculose. Et donc, sachez que la streptomycine est le premier médicament en pneumologie utilisé, ou bien c'est le premier essai clinique en médecine mis en place dès les années 40. Et donc, lorsqu'ils ont testé ce médicament chez les tuberculeux, il a été constaté durant le premier mois que les patients tuberculeux s'amélioraient. Mais à partir du deuxième mois, ces mêmes patients rechutaient. Et c'est là que Stuart Withman, un autre chercheur américain, a fait le postulat suivant, qu'il existe dans toute population bacillaire sauvage, c'est-à-dire du bacille de la tuberculose, des bacilles qu'il a appelés mutants résistants, bacilles qui résistent à tel ou tel antituberculeux. Ici, donc, c'était des bacilles qui résistaient à la streptomycine. Lorsqu'ils ont donc associé les autres antituberculeux, donc, ils ont noté que des bacilles résistaient à l'isoniazide, à la rifampicine, ensuite à la streptomycine et à l'éthambutol. Donc, c'est à ce moment-là que la résistance a été découverte. D'où d'ailleurs l'association de 4 médicaments pour lutter contre cette résistance. Et ici, vous allez apprécier 2 types de résistance. La résistance chez les sujets déjà traités. On voit ici donc l'aspect violet, d'accord? Et regardez, en Algérie, le taux de la résistance chez les sujets déjà traités était de 80% durant les années 60. Et le voilà à partir des années 90 qui chute jusqu'à 21%. Diminution spectaculaire. Ce qui est en bordeaux, c'est la résistance chez les nouveaux cas jamais traités, qu'on appelait résistance primaire. Le taux était de 15% durant les années 60 et on voit donc cette chute aussi spectaculaire à partir des années 90 où il chute à autour de 5%. Ceci, bien entendu, est dû à l'applicabilité du programme national. Alors, qu'est-ce que la résistance chez les sujets déjà traités en aspect violet? Donc, c'est un patient qui a pris le traitement, qui a contracté la tuberculose, et donc qui a pris le traitement antituberculeux, mais qui ne l'a pas pris correctement, il l'a interrompu, il n'a pas fait les 6 mois, et ce patient-là va devenir résistant. C'est ce qu'on appelle résistance chez les sujets déjà traités. Les nouveaux cas jamais traités, c'est quoi? Enfin, c'est un patient qui n'a jamais contracté la tuberculose, un sujet sain, mais qui est contaminé par un bacille résistant, c'est-à-dire par un sujet déjà traité qui est devenu résistant. Donc, ce patient-là va devenir un sujet résistant jamais traité. Donc, c'est la première fois qu'il contracte la tuberculose, mais malheureusement, un bacille résistant. Donc, c'est ça la définition des nouveaux cas jamais traités. Alors, ce dont on a parlé se trouve dans ce tableau, bien entendu. Donc, regardez, la résistance chez les sujets déjà traités, autour de 82%, et ce taux qui chute les années 90 à 21%. Et la résistance chez les nouveaux cas jamais traités, qui passe de 15% à 5%. Et ça, bien entendu, grâce à l'impact du programme national de lutte contre la tuberculose. Maintenant, nous allons passer à l'analyse des taux d'incidence, le nombre de cas de tuberculose, des incidences, durant les années 90. Donc, ce tableau est fort intéressant à analyser sur le plan épidémiologique. Donc, rappelez-vous, l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants durant l'année. Alors, on va apprécier ici l'incidence de la tuberculose toute forme confondue.
d'accord, à ce niveau-là. Ensuite, l'incidence de la tuberculose chez le nouveau cas. Et regardez le nombre de ces cas, toutes formes confondues, tuberculose pulmonaire, extrapulmonaire. En 1991, il était de 11 302 cas. D'accord, rappelez-vous, les années 60, c'était 30 000 cas. Et cette chute spectaculaire en 81 jusqu'à 11 302 cas. Mais regardez que c'est 11 302 cas qui passent à l'année 2000 à 18 000. D'accord? Vous constaterez qu'il y a donc une augmentation du nombre de cas durant les années 90. Alors, ce nombre de cas de 11 302 cas correspond à une incidence, comme vous le voyez ici, à 44,8. C'est-à-dire que cette incidence de 44 va augmenter durant l'année 2000 pour arriver à 60 cas pour 100 000 habitants. Donc, on constate une augmentation du nombre de cas de tuberculose toutes formes confondues. La tuberculose contagieuse qu'on voit ici, tuberculose pulmonaire à microscopie positive, c'est-à-dire à BK positif, le nombre est de 5800 cas. D'accord? Rappelez-vous, les années 60, ce taux était de 15 000 cas et qui a chuté grâce à l'applicabilité du programme national. Par contre, ici, on constate que ce taux va augmenter durant l'année 2000 et arriver à 8050 cas. Cette incidence qui était de 23 cas pour 100 000 habitants et qui passe à 26,7 cas pour 100 000 habitants. Donc, rappelez-vous de cette incidence qui était de 150 cas les années 60 et actuellement qui a 23 cas, chute spectaculaire, mais qui augmente légèrement, mais qui augmente légèrement et qui passe à 26,7 pour 100 000 habitants. Donc, on constate ici une augmentation de l'incidence de la tuberculose toutes formes confondues, ainsi que de la tuberculose contagieuse. D'après vous, comment vous expliquerez cette augmentation du nombre de cas? Eh bien, rappelez-vous les années 90, deux facteurs sont responsables de l'augmentation de la tuberculose. Le premier facteur, c'est la situation politique conflictuelle, la décennie noire, que nous avions vécue durant les années 90. Et cette période a paralysé les structures du contrôle de la tuberculose. C'est-à-dire que le programme national était en stagnation. On ne pouvait pas, on ne pouvait pas faire les séminaires de formation pour les médecins pour leur expliquer le programme. Les médicaments le transport était perturbé, et des médicaments et des réactifs pour le diagnostic de la tuberculose et pour la radiographie thoracique. Donc, tout était paralysé durant ces années difficiles, ce qui a fait que le programme national était en stagnation. Ça, c'est le premier facteur qui est à l'origine de l'augmentation des cas. Le deuxième facteur, vous le voyez, il est visible au niveau du tableau. Regardez la population, le nombre de la population, les années 91 était de 25 millions. Et en 2000, cette population qui augmente et qui passe à 30 millions. Donc, le deuxième facteur, c'est l'accroissement démographique. Donc, ce sont ces deux facteurs qui sont à l'origine de l'augmentation du nombre de cas durant les années 90. S'il n'y avait pas cette situation politique, la tuberculose aurait continué sa diminution spectaculaire grâce à l'applicabilité du programme. Et donc, ce tableau prouve, si besoin est, que le programme national, une fois interrompu ou paralysé, la tuberculose pourrait augmenter. Et là, donc, nous voyons cette courbe stationnaire en rapport avec la stagnation du programme national de lutte contre la tuberculose. Alors, au niveau de ce tableau, vous voyez les différentes enquêtes sur la résistance chez les nouveaux cas jamais traités, mesurés à partir des années 80 jusqu'en 2005,
Et nous sommes revenus sur cette résistance chez les nouveaux cas jamais traités parce qu'elle est très intéressante à mesurer, parce qu'elle reflète l'applicabilité du traitement chez les tuberculeux. C'est-à-dire, en mesurant la prévalence de cette résistance, on saura que nos médecins appliquent bien le traitement sur le terrain. Et la première enquête a été faite en 1980 par Safia Khaled et elle a trouvé un taux de résistance de 8%, 8,2%. Rappelez-vous, le taux de résistance chez les nouveaux cas jamais traités était au niveau des années 60 de 15%. Et voilà qu'il chute grâce à l'applicabilité du programme autour de 8%. La deuxième enquête faite par notre collègue Yala en 1997 a trouvé un taux de 4,5%. Et une troisième enquête faite en 2002, une enquête nationale, professeur Boulahbel, a trouvé un taux de 6,2%. Et donc nous-mêmes, nous avions, nous avions trouvé, donc la dernière enquête faite à Oran en 2005, nous avions trouvé un taux de 5,6%. Et donc, à cet effet, l'OMS préconise que lorsque ce taux de la résistance est supérieur à 10%, le programme national est de mauvaise qualité. Lorsque le taux de cette résistance est inférieur à 10%, ça veut dire que le programme national est de bonne qualité, ce qui est le cas concernant le nôtre, puisque nous avons une résistance moyenne autour de 5%. Nous allons terminer donc avec l'explication administrative du programme national, c'est-à-dire l'organigramme des structures concernées par les activités du programme national. Et là, vous voyez que le programme national est logé au niveau central, au niveau du ministère de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière. Donc, au sein du ministère se trouve un comité médical national, les experts dont je vous ai parlé, de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Ce sont les différents chefs de service au niveau national, les chefs de service de pneumologie. Donc, ce comité chapeaute donc les différentes structures. Il y a donc la direction de la prévention, qui est chargée du programme national de lutte contre la tuberculose. Ensuite, l'Institut national de santé publique, l'INSP, le département d'épidémiologie, et l'Institut Pasteur d'Algérie qui est le laboratoire national de référence pour la tuberculose, le diagnostic de la tuberculose, la culture, la biologie moléculaire, et la pharmacie centrale des hôpitaux, d'accord, qui fournit ou qui nous approvisionne en médicaments antituberculeux. Cela, c'est au niveau central. Alors, au niveau des régions sanitaires, donc vous êtes censé savoir que nous disposons de 5 régions sanitaires, la région du centre, de l'ouest, de l'est, sud-est et sud-ouest. Et donc, au niveau de chaque région sanitaire se trouve une équipe régionale de supervision entre les wilayas. Et cette équipe régionale, elle est faite par des pneumologues, composés de pneumologues, de microbiologistes, de pédiatres, de pharmaciens, de médecins généralistes. Vous voyez que la tuberculose est prise en charge par une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a donc cette équipe pluridisciplinaire et un laboratoire régional de la tuberculose qui va chapeauter le diagnostic bactériologique. Donc, ensuite, on va passer à la wilaya pour vous donner l'exemple de la wilaya d'Oran. Et donc, au niveau de la direction de la santé et de la population, les directions de santé, vous trouverez un médecin coordinateur qui va superviser le contrôle de la tuberculose dans sa wilaya, un laboratoire de wilaya pour la tuberculose et des pharmacies centrales qui peuvent se trouver au niveau du CHU et même au niveau des structures sanitaires. Là, nous allons donc donner l'exemple du secteur sanitaire, par exemple de la wilaya d'Oran. Donc, au niveau de la wilaya d'Oran, se trouve un médecin coordinateur au niveau de la direction de la santé qui supervise, qui est responsable des services de contrôle SCTMR de la tuberculose et des maladies respiratoires. Sachez qu'à Oran, il se trouve 10 services, 10 SCTMR, 10
qui sont distribués au niveau de la wilaya, qui chapeautent la prise en charge de la tuberculose, où vous trouverez des médecins généralistes, voire aussi des pneumologues. Il y a un responsable du service de prévention, le CEMEP, généralement un épidémiologiste pour l'épidémiologie, un laboratoire de microscopie de la tuberculose et une pharmacie de l'hôpital du secteur sanitaire. Sachez que nous disposons à Oran d'un laboratoire de référence du contrôle de la tuberculose et donc qui se trouve à Kafgé, que nous avons monté en 2002 avec la collaboration du Dr Zil, qui est actuellement en retraite. Et donc ce laboratoire fait les tests de sensibilité, la culture et les diagnostics de la tuberculose. Alors, qu'est-ce que contient ou bien que contient ce programme national? Ce sont les directives techniques, c'est-à-dire d'abord l'identification des cas de tuberculose. C'est-à-dire que nous demandons à nos collègues qui se trouvent au niveau des SCTMR, Services de contrôle de la tuberculose et maladies respiratoires, d'identifier les cas de tuberculose, de diagnostiquer les cas de tuberculose pulmonaire, tuberculose extra-pulmonaire, diagnostiquer la tuberculose de l'enfant en collaboration avec nos collègues pédiatres et bien entendu enregistrer tous ces cas via les supports d'information. Et donc le diagnostic de la tuberculose, nous avons mis en place donc ces SCTMR au niveau, par exemple, je donne un exemple SCTMR qui se trouve à Emil Khaled, au niveau des CMUL. Lorsque le malade se présente, il va s'adresser au service de contrôle de la tuberculose maladie respiratoire où il trouvera bien ou bien un médecin généraliste ou un pneumologue pour la consultation. Une fois le médecin suspecte la tuberculose, sur place, il va faire une radiographie thoracique. Lorsque l'image est suspecte, il lui fait la basioscopie, les BK, sur place, d'accord? Il lui demande un BK, il le fait, ensuite il lui donne un crachoir pour revenir demain avec un autre BK et sur place, il fait un troisième BK. Donc, une fois le patient détecté, c'est comme ça qu'on demande à nos médecins généralistes d'identifier les cas en fonction d'un bon interrogatoire, de la clinique, de la radio et de la basioscopie. Alors, une fois identifié, ce patient va être traité au niveau du SCTMR, de sa circonscription. Donc, il est très important qu'une fois les BK+ positifs, le patient va recevoir un traitement antituberculeux. Alors, sachez que prescrire un traitement antituberculeux, il faut d'abord prendre 30 minutes de votre temps. Parce qu'il faut faire l'éducation sanitaire, expliquer l'opportunité du traitement et l'importance du traitement. C'est un traitement long de 6 mois et le patient est censé le finir jusqu'à la fin pour guérir. Donc vous devriez expliquer et au malade et à son entourage familial l'importance du traitement. La prise unique matinale, la dose selon le poids du patient. Il faut expliquer également les effets secondaires. Expliquer, je donne un exemple. Par exemple, il va uriner rouge. Il n'y a pas lieu que le patient s'inquiète. C'est simplement la coloration qui est due à la rifampicine. Alors, le traitement qui sera donné, donc c'est une association qu'on appelait auparavant Shahrazad, c'est-à-dire streptomycine, isoniazide, rifampicine, pyrazinamide. Actuellement, on ne donne plus de streptomycine, on donne de l'éthambutol à la place de la streptomycine, c'est-à-dire éthambutol, rifampicine, isoniazide et pyrazinamide. C'est une association fixe de médicaments, c'est-à-dire les 4 drogues sont associées dans un médicament. Et donc, ce sera en fonction du poids du patient. Et là, il faut expliquer, dire que s'il fait des effets secondaires mineurs, tels que céphalée, vous donnez du paracétamol. S'il vomit, vous donnez du Primperan. Sauf s'il fait une intolérance majeure, c'est-à-dire une hypersensibilité généralisée, là, vous l'adressez au pneumologue spécialiste. Ou bien s'il fait un ictère, vous l'adressez au pneumologue spécialiste. Donc, le traitement est très important
et il ne faut jamais donner 6 mois de médicaments, il faut donner seulement, d'ailleurs c'est comme ça que ça se passe au niveau des SCTMR, on donne 1 mois de traitement avec une carte, donc on constitue tout un dossier du patient tuberculeux avec les adresses, les téléphones. Au cas où il ne vient pas prendre ses médicaments, on envoie un technicien en épidémiologie pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, c'est très important, le traitement d'un tuberculeux. Il va falloir le suivre jusqu'à la fin du 6e mois pour s'assurer et le contrôler par les BK. La radiographie n'est pas nécessaire au début, c'est à la fin, mais les BK au 2e, 5e et 6e mois, notamment pour s'assurer de la guérison. Donc, on demande aux médecins généralistes, aux pneumologues, d'assurer une meilleure mise en œuvre du traitement et d'évaluer les résultats du traitement. Donc, quand on parle de mesures spéciales ou l'adaptation de la chimiothérapie dans les situations particulières, je vous en ai parlé, en cas d'effets secondaires. Les effets secondaires doivent être expliqués aux patients pour qu'ils ne soient pas surpris. D'accord? Alors, toujours dans les directives techniques, il y a la prévention de la tuberculose. C'est très important. Vous savez que notre pays applique la vaccination BCG depuis les années 66 aussi, d'accord? Donc, on vaccine les enfants à la naissance et ensuite à l'âge préscolaire par le BCG. Les mesures de prévention chez les sujets contacts d'un tuberculeux, notamment la tuberculose à microscopie positive et la prévention de la tuberculose dans les établissements de santé. Le système d'information du programme national au niveau de l'unité sanitaire de base, les secteurs sanitaires et le SCTMR. C'est quoi ce système d'information? C'est un registre où on enregistre tous les cas tuberculeux, d'accord? Détectés, diagnostiqués. Ensuite, un registre où on constitue un dossier du malade, la fiche sociale du malade pour pouvoir le suivre, l'identifier et le chercher, et la fiche du traitement où il doit être pointé. On est sûr que le patient vient prendre ses médicaments tous les mois et le suivi, ainsi que le registre d'évaluation des traitements. Toujours dans les directives techniques, il y a la supervision des activités de dépistage et traitement de la tuberculose. Je vous ai parlé d'un médecin coordinateur. Donc, le médecin coordinateur de la wilaya, en collaboration des fois avec les hospitalo-universitaires, parce qu'il nous arrive, nous faisons régulièrement des supervisions inopinées, et lui-même, il fait des supervisions au niveau des 10 SCTMR pour voir l'organisation de la prise en charge de la tuberculose, et comment les médecins généralistes détectent ou diagnostiquent les cas, comment ils les traitent, quel est le suivi, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des difficultés concernant les médicaments. Donc ça, c'est le rôle du médecin coordinateur qui supervise ainsi que celui des hospitalo universitaires. Donc après avoir supervisé, on évalue l'évaluation des résultats du dépistage et du traitement de la tuberculose. Donc déjà, là, nous le faisons sous forme de séminaire de wilaya. On organise généralement un séminaire national une fois par an et on organise des séminaires de wilaya 2 fois par an pour évaluer. Par exemple, nous invitons les 10 SCTMR, c'est-à-dire les services qui prennent en charge la tuberculose, et nous demandons à chaque service de nous faire son évaluation du dépistage, c'est-à-dire combien ils ont diagnostiqué de cas et combien ils ont traité. D'accord? C'est très important. Est-ce qu'ils ont eu, par exemple, sur 100 cas, est-ce que 100 patients qui ont été diagnostiqués, tous étaient BK+, est-ce qu'il y avait des tuberculoses à bacilloscopie négative? Et donc, on appréciera le dépistage. Ensuite, on fait l'évaluation du traitement et ça, c'est très important. Ce qui nous intéresse dans les résultats du traitement, c'est de savoir combien ont été guéris. Parce qu'on exige un taux de plus de 80% de guérison pour assurer une meilleure surveillance épidémiologique de la tuberculose. Le taux d'échec ne dépassera pas 2% et le taux des perdus de vue aussi ne doit pas être important. Il doit être autour de 2% là aussi. Et donc, en fonction de l'évaluation des résultats du traitement et du dépistage, nous pouvons voir s'il y a des problèmes au niveau de tel ou tel SCTMR.
Celui qui dépiste bien, ça veut dire qu'il travaille bien et qu'il traite correctement aussi, mais là où il y a des problèmes, nous pouvons y remédier. Ensuite, il y a la surveillance du programme. La surveillance du programme, c'est la surveillance épidémiologique de la tuberculose, la surveillance des performances du programme qui se fait par le CEMEP et aussi par l'Institut national d'Alger. Alors, nous terminons en conclusion pour dire que ce manuel de la tuberculose est très important à mettre à la disposition, encore faut-il bien entendu le mettre à la disposition du médecin généraliste, mais surtout d'expliquer au médecin généraliste le contenu pour qu'il puisse appliquer correctement les directives techniques et prendre en charge correctement les patients tuberculeux. Et ça se fait bien entendu grâce à l'apport des hospitalo-universitaires qui permettent la formation sous forme de séminaires de wilaya. Le deuxième point, donc, c'est bien entendu ce séminaire, cette formation qui doit se faire en continu par les hospitalo-universitaires et qui doivent travailler en coordination avec les 10 services STMR de la wilaya d'Oran. Les moyens qui sont liés au dépistage et diagnostic de la tuberculose ainsi qu'au traitement devraient bénéficier d'une meilleure gestion pour faire face aux pénuries. Il faudra éviter les pénuries. Une meilleure organisation de la pharmacie de chaque STMR pourrait donc éviter les pénuries. De même, les activités de supervision du contrôle de la tuberculose devraient être, bien entendu, régulières. Là, nous insistons sur le rôle des collectivités locales dans la prise en charge de la tuberculose pour éviter les pénuries en eau, parce que le diagnostic, nous avons besoin de l'eau pour le diagnostic bactériologique, pour éviter les pénuries en électricité, les coupures d'électricité, parce que là aussi, ça nous aide dans le diagnostic bactériologique, et donc l'apport des collectivités locales en coordination avec la direction de la santé est nécessaire. La tuberculose donc est un fléau social, et donc il doit y avoir une collaboration de l'ensemble, d'abord des partenaires, des artisans du contrôle de la tuberculose, des collectivités locales et même de la population qui doit être sensibilisée. Donc je vous remercie de votre attention.